Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro du FC Stream Team. Je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. Aujourd'hui, nous allons nous poser la question: la Ligue 1 peut-elle disparaître? Et si la Ligue 1 disparaissait, ce serait un drame. Mais si mon compère du jour disparaissait de la Stream Team, ce serait un cataclysme. Ses cheveux clairsemés mais soyeux, son charme désuet mais certain, ses coups de gueule un brin réac mais toujours juste, ses formes harmonieuses et généreuses et son style inimitable sont indissociables de notre émission. La Ligue 1 peut disparaître mais pas lui. Comment ça va, Maxime Dupuis? Salut Martin, et je me rends compte en t'écoutant qu'on a pas mal de points communs, parce que si on les reprend les uns après les autres, à part, à part peut-être les cheveux clairsemés, Oui. je dirais que sur les formes harmonieuses et généreuses, Oui, mais je suis un peu moins réac que toi. ouais, mais alors, c'est parce que t'es un tout petit peu plus jeune, et ça vient avec l'âge en fait, ça va vraiment pas Maxime, s'améliorer. je te connais depuis que tu as 15 ans. Et oui, mais t'as toujours été Déjà à plus jeune. 15 ans, tu regrettais le temps du général de Gaulle, Maxime. Oui, mais t'étais forcément t'étais toujours plus jeune que moi, ça C'est vrai, changera jamais. c'est Et vrai. donc du coup, peut-être qu'un jour tu seras plus vieux que moi, je te le souhaite. Ouais, Mais je te le souhaite pas, toi. Mais en tout cas, une chose est sûre, j'étais forcément plus réac que toi. Mais moi, j'ai quand même une question à te poser, Martin. Vas-y. Est-ce que tu peux me dire ce que tu as à tes pieds là actuellement Ah, pour tout la à fait. Je présentation peux de même... l'émission? Alors, si vous regardez l'émission en intégrale sur Facebook, je les montre. Voilà, j'ai des chaussures. Voilà, j'ai des Alors, chaussures. J'ai des déjà, c'est chaussures. pas mal parce que tout à l'heure, quand j'étais là, Martin, il était comme ça dans la préparation de l'émission. Il Alors, présentait, pour ceux qui voilà, nous écoutent en podcast, Maxime montre une photo de moi en chaussettes. Voilà, parce que voilà, ça si m'arrive vous de voulez présenter regarder. l'émission en chaussettes, effectivement. Il est à l'aise, mais j'avoue que, je te le dis, moi, j'aurais le même réflexe que toi. D'ailleurs, il est en train d'enlever ses grolles là. Je vous l'annonce, je le vois. Exactement. Parce que, parce que moi, j'ai un réflexe assez pavlovien. Quand il y a de la moquette, il faut que j'enlève mes chaussures. Bah oui, c'est vrai que j'aime le contact de la Et moquette oui, avec mes chaussettes. il n'y a Y a pas rien à faire. grand-chose de plus agréable que le contact moquette-chaussette. C'est vrai, Parfois moquette pieds nus, mais là, ce serait un peu gênant parce que tu es dans un endroit assez clos exactement. qu'il faut quand même respecter. Est-ce qu'on parle foot, Maxime, ou est-ce qu'on parle de ma voûte Bah, plantaire pendant toute l'émission? foot en anglais. Voilà, là, il est bon. Il est bon. On rappelle simplement, parce que là, il y a eu beaucoup de gags visuels sur ce début d'émission. Donc, que vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission, évidemment, sur Facebook. On salue ceux qui nous regardent sur Facebook. Vous pouvez aussi, si vous ne voulez pas voir mes chaussettes, et je vous conseille, s'il y a un épisode à écouter simplement en audio, c'est peut-être celui-ci, parce que mes Il faut, chaussettes il valent pas faudrait qu'ils soient franchement en le détour. olfactif aussi. Alors là, surtout que la journée a été compliquée. Évidemment, vous nous retrouvez en podcast, le FC Stream Team, que vous retrouvez sur toutes les bonnes plateformes de podcast. D'ailleurs, mettez-nous des étoiles, 5 étoiles et des commentaires, s'il vous plaît. Ça nous aide à remonter, à agrandir le cercle des amoureux du FC Stream Team, parce que pour l'instant, on est nombreux, mais ce serait bien si on était encore plus nombreux. Plus on est, hein. Exactement, plus on est de fous, plus on rit. Et vous retrouvez les meilleurs moments de cette émission sur eurosport.fr. Je crois que j'ai fait le tour, Maxime. On va pouvoir démarrer avec le sommaire de cette émission. Et on va démarrer le premier sujet avec cette question qu'on se posera avec Maxime, qui englobe plusieurs réalités. Est-ce que la Ligue 1 peut disparaître? Alors, ça englobe plusieurs réalités. Disparaître des écrans. Est-ce que certains clubs peuvent disparaître? Est-ce qu'il faut repenser la Ligue 1? Donc, est-ce qu'elle peut disparaître dans la forme qu'elle a aujourd'hui? On aura avec nous un acteur majeur de Ligue 1, puisque ce sera le président de Dijon, Olivier Delcourt, qui nous parlera de la réalité telle qu'il la vit au quotidien dans un club qui n'est pas l'un des plus fortunés de France. Maxime, en deuxième sujet, on parlera de l'OM. Ouais, on restera en France, on restera sur quelqu'un d'ailleurs qui a parlé des droits TV, qui a expliqué que c'était assez cataclysmique. C'est quelqu'un qui en ce moment, on a l'impression, dit ce qu'il pense, presque sans filtre. C'est André Villas-Boas, et notamment sa sortie après le Trophée des Champions, où il expliquait que son club avait été meilleur que le PSG sur le match et qu'en fait il chambre tout simplement. Et on va essayer de décrypter un peu sa com et tout simplement se poser la question, est-ce qu'elle n'est pas paradoxale et à quoi il joue aujourd'hui André Villas-Boas? C'est après avoir eu un moment où il était très très énervé, notamment contre les journalistes de la Provence. On a l'impression maintenant qu'il part à volo dans tous les sens. On va essayer de décrypter ce qu'il y a derrière tout ça. Et on terminera avec Eden Hazard. Eden Hazard qui n'y arrive pas. Vous savez que hier, le Real a perdu en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne, qu'Eden Hazard a joué, il paraît, qu'il n'a pas été bon, qu'il s'est fait désosser par la presse espagnole. Et ça fait 1 an et demi maintenant qu'Eden Hazard est là. Ses statistiques, je crois qu'il a marqué 2 buts en championnat. Enfin, je crois que c'est vraiment ridicule. Voilà, on fera un petit point sur Eden Hazard. Parce qu'il a coûté quand même 100 millions d'euros plus 30 de bonus. Et pour l'instant, le retour sur investissement, il est nul ou quasiment. Je suis pas sûr que tout le bonus soit payable d'ailleurs, parce que vu Non, les perfs. effectivement, mais il y a quand même des bonus collectifs, Ouais. les participations en Ligue des Champions, etc. Donc il a coûté plus de 100 millions d'euros, ça c'est une certitude. Allez, on va démarrer avec la Ligue 1 et avec cette question un
petit peu provocatrice, mais c'est une vraie question. Est-ce que la Ligue 1 peut disparaître? Petit rappel des faits, la Ligue 1 n'a plus de diffuseurs, la Ligue 1 n'a plus de public, la Ligue 1 au niveau des sponsors c'est compliqué aussi. Enfin bref, il n'y a rien qui va au niveau de la Ligue 1. Et évidemment, la sortie de Maxime Saada, directeur général de Canal+, dans les colonnes du Figaro, n'a pas arrangé les choses, bien au contraire. On voit que Canal+, qui devait être le sauveur de la Ligue 1 en cette fin de saison, prend ses distances, souffle plutôt le froid sur la Ligue 1, joue aussi son jeu, à savoir le jeu de entame des négociations à la baisse. On va se poser la question tout simplement, est-ce que la Ligue 1 peut disparaître de nos écrans? Est-ce que des clubs peuvent disparaître? Est-ce qu'il faut repenser complètement cette Ligue 1? Voilà, ça va être le premier débat de cette émission qui va être, je pense, assez riche, assez dense. On aura Olivier Delcourt bientôt, dans quelques instants, au téléphone avec nous. Mais Maxime, je voulais démarrer avec toi sur... Ça tombe bien, je suis là. Quelque chose de très simple. Mediapro ne paie plus. Canal+ brandit la menace de rendre son lot numéro 3. Est-ce qu'il se peut que la Ligue 1 ne soit plus diffusée d'ici le mois de février? Alors, on sait que Téléfoot doit diffuser jusqu'au 31 janvier, s'est engagé à cela. Après, il y a la menace donc, de l'écran noir, sachant que Canal+ a payé ses droits jusqu'au 5 février, qui après, Canal+ dit nous, notre lot 3, on va le rendre parce que finalement, c'est pas intéressant, c'est devenu trop cher. Maxime Saada a sorti la sulfateuse dans l'interview au Figaro en disant que la Ligue 1 était subventionnée, gros plus ou moins que la Ligue 1 ne méritait pas ce qu'elle touchait. Et mon avis, c'est qu'il a raison au fond, c'est-à-dire que plus d'1 milliard pour la Ligue 1, c'était évidemment une aberration. On n'a pas tardé à le voir, puisque vous le savez, Mediapro a déjà jeté l'éponge. Maintenant, est-ce qu'on peut imaginer écran noir sur la Ligue 1? Moi, je n'y crois pas, tout simplement, parce que la LFP a d'ores et déjà accepté l'appel d'offres. Alors, pour l'instant, il y a un petit désaccord entre Canal et la LFP, c'est-à-dire que Canal aimerait remettre tout en vente, entre guillemets. La LFP dit que juridiquement, c'est pas possible, puisque il y a des lots qui ont été attribués, qui sont logiquement payés, celui de Canal, et notamment Free pour les droits numériques. Donc là, pour le coup, il n'y a pas de raison. Donc en gros, ce qui reste à vendre, c'est la majeure partie. C'est quand même 80% de la Ligue 1 quand même. Alors 80% de la Ligue 1, mais paradoxalement, pratiquement le moins intéressant en gros. Donc ce que Canal va essayer de faire, c'est... Il y a le match du dimanche quand même, Maxime. Il y a le match du dimanche, mais allez, ça compte sur, on va dire, 10%. Et c'est finalement pratiquement ce qui intéresse Canal seulement. Le reste, ça ne les intéresse plus tellement. Moi, je pense qu'il n'y aura pas d'écran noir parce que tout simplement, normalement, un appel d'offres, ça se joue entre 6 et 8 semaines entre l'annonce et le rendu. A priori, on serait sur une dizaine de jours. On est dans une situation d'urgence. Alors, on se souvient que le président Caillot, le président de Reims, espérait que tout se joue vers le 15 janvier et que Canal file 800 millions et qu'on n'en parle plus. Ah oui, évidemment, ça ne va pas se passer comme ça. C'est pas dans l'intérêt de Canal. Mais moi, je serais vraiment étonné qu'il y ait écran noir. La vraie question qui va se poser, à mes yeux, Martin, c'est le prix, tout simplement, à laquelle la Ligue 1 va se vendre. Et ce ne sera pas un écran noir, mais ça baissera un peu le rideau sur les ambitions des clubs de Ligue 1 qui sont en morne aujourd'hui. Alors, ça c'est sûr, il y a le prix. Il y a aussi un autre risque. Imaginons que Canal+ soit le seul diffuseur intéressé par la Ligue 1. On l'a compris, il y a la déclaration de Maxime Saada qui fait quand même peser une vraie menace sur la Ligue 1. La suivante. C'est le type de match qui attire nos abonnés. Là, il parle de OM PSG. C'est le type de match qui attire nos abonnés. Malheureusement, on ne peut pas en dire autant de toutes les affiches. Donc voilà ce qu'a dit le directeur général de Canal+. Donc que Canal+ soit intéressé par lot numéro 1, c'est-à-dire l'affiche la plus sexy de la journée, en gros le match du PSG ou de l'OM ou un Lyon-Saint-Etienne, etc. Mais pour les autres matchs, c'est peut-être là aussi le danger. Est-ce que ces autres matchs, ce lot, le lot du multiplex par exemple du dimanche, est-ce que lui trouvera preneur si la LFP fixe un prix plancher? Parce que la LFP va être obligée de fixer des prix planchers, parce que sinon on ouvre la possibilité de fournir la Ligue 1 pour la fin de saison et pour les années à venir pour des clopinettes. Donc il y aura forcément des prix planchers. Est-ce que le prix plancher pour un multiplex qui n'intéresse pas celui qui quand même incarne le seul aujourd'hui diffuseur intéressé, à savoir Canal+, si ce prix plancher n'est pas atteint, est-ce qu'il n'y a pas un danger qui guette ce multiplex-là? Moi, je pense qu'il n'y aura pas d'écran noir, effectivement, comme toi, sur les grosses affiches. Sur les autres, on trouvera une solution, mais
pour l'instant, j'ai du mal voilà, j'ai du mal à me projeter, quoi. Alors, c'est normal que tu aies du mal à te projeter, mais souviens-toi de 2018, faut savoir que là, on parle de Canal, sauf qu'il y a des entrants surprises parfois. Il y a d'autres acteurs qui arrivent en France, il y a l'acteur DAZN, par exemple. Il peut y avoir les GAFA, on en parle depuis des siècles des GAFA. Bah, peut-être qu'une Ligue 1 un peu au rabais sur le fameux multiplex, mais qui coûterait peanuts pour eux, parce qu'un acteur, par exemple, prenez un acteur comme Amazon, s'il devait, je sais pas, débourser, j'ai une bêtise, 200 millions sur la Ligue 1, c'est pas grand-chose. Voilà, c'est une activité de groupe qui est beaucoup plus large. Donc je pense que euh, à mes yeux, il n'y a pas trop de risques, voilà, parce que encore une fois, si ça se trouve, même peut-être que imaginez que Free a très envie d'y aller, de payer encore plus. Je pense qu'ils trouveront Mediapro, on ne l'avait pas vu venir et il n'y aura pas de problème de ça. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que Canal, ce qui est intéressant entre guillemets dans la déclaration de Maxime Sada, on en reparlera aussi tout à l'heure de cette déclaration, c'est que Canal n'a pas envie de faire sentiment avec la Ligue 1. C'est ça qui est terrible. Et je pense que c'est aussi lié, il n'y a pas de sentiment parce qu'il y a du ressentiment du dernier appel d'offres où Canal a été mis de côté. Souvenez-vous, l'appel d'offres précédent avec beIN Sport, c'était je crois en 2012, il me semble. Le président Hollande a été intervenu. Alors, c'est pas terrible, on va dire, dans un appel d'offres, mais en gros, c'était un peu, on sauvegarde Canal. Alors, il y avait d'autres raisons que le football, mais il y a aussi ça dans un appel d'offres, c'est que la Ligue 1, là, elle est en train de crever d'être allée au plus offrant, là, tout simplement, sans avoir cherché autre chose. Dans un appel d'offres, il y a aussi des garanties. On peut aussi partir du principe que Canal a accompagné le football français depuis 1984, que le football français a grandi avec Canal et aussi en partie grâce à Canal, et qu'à un moment, il ne faut pas avoir la mémoire courte sur ces choses-là. Le problème, c'est que Maxime Sada aujourd'hui et Canal, évidemment Bolloré, n'ont pas la mémoire courte. C'est-à-dire que vous nous l'avez fait un peu à l'envers la dernière fois. Bah, nous, on ne va pas vous aider plus que ça, sachant que aujourd'hui, comme le dit Maxime Sada, pour caricaturer PSG-OM, PSG-OL, OL-PSG, ça suffit à Canal. C'est de l'événementiel. C'est un peu triste pour le football, on en reviendra sûrement après là-dessus. Mais aujourd'hui, c'est une réalité. Donc aujourd'hui, un Dijon-Lens, un Reims-Nantes, bah, malheureusement, et je le dis, je le regrette, ça n'intéresse plus personne parce qu'on a tellement monté en épingle un football hyper élitiste que le reste maintenant, bah, c'est un peu du menu fretin et qui ne se vendra pas au prix escompté par tous ces clubs. Maxime, on l'a compris, la Ligue 1 va-t-elle disparaître des écrans? En tout cas, les grandes affiches devraient trouver preneur. Pour le reste, ça reste quand même très ouvert. Puis de toute façon, il faut attendre les résultats de l'appel d'offres. Est-ce que certains clubs vont disparaître? Ça, c'est aussi une réalité dont on parle un tout petit peu moins, mais qui est très palpable au sein des clubs. On a eu, juste avant cette émission, le président Delcourt au téléphone. Et je vous propose d'ailleurs de retrouver cette interview en intégralité sur eurosport.fr dès ce vendredi soir. Alors la question qui se pose et qui nous paraît presque surréaliste aujourd'hui, c'est est-ce qu'un club de football peut disparaître? Alors la réponse c'est tout simplement oui. Les clubs revendiquent tout le temps d'être des entreprises comme les autres. Aujourd'hui, c'est la nouveauté, on va dire, des 30 dernières années de ne plus être des associations, d'être une entreprise tout simplement qui a besoin d'engranger de l'argent pour y arriver. Donc conclusion, un club comme une entreprise peut disparaître. Et puis pour le coup, ce ne serait pas une première. On a des clubs qui ont déposé le bilan, des liquidations judiciaires, il y en a eu depuis 30 ans. Souvenez-vous quand même que Bordeaux en 1991 est sauvé par Alain Flelou. Marseille, il ne faut pas l'oublier, en 96 est sauvé par Robert Louis Dreyfus. Puis on a d'autres clubs, Strasbourg. Brest a été placé en liquidation judiciaire en 91. Evian, Bastia, qu'est-ce qui se passe ces clubs-là? En fait, tout simplement, ils deviennent amateurs, se recréent cette nouvelle entité, et parfois, on va dire, parfois remontent. D'autres fois, bah, c'est des clubs qui non pas meurent pas forcément, mais vivotent très bas. Donc ça peut arriver, il y a un vrai danger. Ce qui est intéressant avec Olivier Delcourt, c'est que lui, sa gestion du club, elle est raisonnée. C'est important. Il y a toujours quelque chose qui m'intéresse dans la gestion d'un budget. J'aime bien poser cette question-là, c'est de dire qu'est-ce que vous avez prévu pour la saison à venir? C'est-à-dire qu'en fait, ils font un budget en fonction d'une place qu'ils pensent pouvoir atteindre, c'est-à-dire que si vous pensez pouvoir atteindre troisième, vous allez faire plus de dépenses, etc. Bah, Olivier Delcourt, qu'est-ce qu'il dit? Nous, on a visé la 18e place. Bah, moi, je trouve que c'est raisonnable, c'est-à-dire qu'il vise un barrage et potentiellement une relégation, donc on ne fait pas des dépenses à tir-larigot. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, Olivier Delcourt, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il peut aller jusqu'à la fin de saison. Alors, ça paraît peu, mais c'est déjà énorme à mes yeux, parce qu'il peut finir la saison, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si la Ligue 1 est à 0, il termine, et ça c'est exceptionnel, il n'y a pas que risque de mort du club tout de suite. Évidemment, après ce serait compliqué, mais ce serait compliqué pour n'importe quelle entreprise. Donc moi aussi, ce qui pose problème, c'est aussi des clubs, Martin,
qui ont été un peu dépensiers. La fameuse fuite en avant dont on parlait avant la crise du Covid. Des clubs qui achètent des joueurs en fonction des droits TV qu'ils vont toucher. C'est pas une manière de faire. S'il y avait plus de personnes peut-être qui avaient géré comme Olivier Delcourt, peut-être que ce serait un peu moins alarmiste aujourd'hui. Et encore, heureusement, j'allais dire qu'il y a eu la crise du Covid l'an passé, ce qui a permis cet été quand même de cadenasser un Ouais. petit peu les demandes du côté de la Ligue 1, parce que s'il n'y avait pas eu de Covid avec les nouveaux droits de Mediapro, on serait parti dans des sphères incroyables. Et au moment où Mediapro se retire, je pense qu'on aurait eu encore plus de casse. Alors, on va voir quelques clubs qui sont déjà aujourd'hui, à l'heure où on parle, en très grande difficulté. Le premier d'entre eux, c'est évidemment Bordeaux. Bordeaux qui a signifié à ses salariés qu'il y avait tout simplement un plan social. Le Paris Saint-Germain qui a mis 400 salariés en chômage partiel. Il y a les primes gelées à Nîmes. Et à Nîmes, c'est des informations de l'équipe, à Nîmes, on fait planer la menace d'une suspension des salaires jusqu'à la fin de saison parce qu'on va avoir du mal à boucler tout ça. Saint-Etienne aussi, c'est très compliqué parce qu'on sait que le club s'est énormément endetté avant l'arrivée de Claude Puel. Heureusement que Saint-Etienne a vendu Wesley Fofana l'été dernier pour 40 millions d'euros, bonus compris, parce qu'aujourd'hui Saint-Etienne serait vraiment dans de sales draps. Il y a M. Caillot, le président de Reims, qui a dit dans les colonnes du Monde, me semble-t-il, qu'il lui manquait 10 millions d'euros pour terminer la saison. Donc on sait que le transfert de Boulaïdia cet hiver, il faut le lire comme ça aussi, et ça va sans doute se faire, le transfert de Boulaïdia, parce que Reims a le couteau sous la gorge. Et M. Delcourt qui nous a dit donc, au-delà de cette saison, Dijon n'existera plus, le DFCO n'existera plus, parce que là, toutes les économies sont en train de fondre. Donc là, on parle d'un souci de droits télé, de billetterie, etc. Mais c'est réel dans les clubs. C'est ça que j'ai envie de dire aujourd'hui. C'est qu'on ne parle pas d'une menace à moyen ou à long terme. C'est aujourd'hui. Et c'est pour ça que les clubs aujourd'hui ont besoin d'un appel d'offres qui soit rapide et d'un mécène, d'un nouveau diffuseur, alors que ce soit Canal+, beIN Sport ou je ne sais qui injecte de l'argent parce que les clubs là sont vraiment sous respiratoire. Ouais, et puis ça va être un peu démago ce que je dis, mais on parle des footballeurs, de baisser leur salaire, etc. Mais tu l'as dit, 400 salariés en chômage partiel, un plan social à Bordeaux, c'est des gens aussi, entre guillemets, normaux qui perdent leur boulot Exactement. aujourd'hui. C'est-à-dire que les décisions qui ont été prises il y a 2 ans et C'est du personnel administratif, Ouais. c'est tous ces gens qui font vivre le club. C'est vous, c'est moi, simplement, qui perdons notre boulot avec un salaire qui n'est pas à 200 000 euros par mois, donc c'est sûr que c'est compliqué. Même si toi, Maxime, on m'a dit que tu étais à 180 000 euros. Donc, Ouais, mais avec les primes. Avec les primes, oui. Excuse-moi, c'est pas le fixe, excuse-moi. Non, C'est mais pas c'est vrai que ça se confronte à l'économie réelle à un moment. Et on a une perception un peu troublée parce qu'on se dit, ce sont des grandes institutions, il y a un rapport charnel parfois à des clubs. Voilà, il y a l'émotion qui rentre là-dedans, contrairement à certaines entreprises. On se dit, c'est éternel. Voilà, les Girondins, c'est éternel. La Saint-Etienne, c'est éternel. L'Olympique de Marseille, c'est éternel. Et comme tu l'as très bien dit dans ton avant-propos, non, ce n'est pas éternel. Ce n'est pas parce que ces clubs font partie de l'histoire avec un grand H, mais aussi de notre histoire intime, quand on est supporter, etc., que ça ne peut pas s'évaporer comme ça en un claquement de doigts. C'est ça qui est terrible aujourd'hui. Moi, j'ai quand même envie d'être optimiste et d'imaginer que la Ligue 1 va survivre parce que je pense qu'encore une fois, il va y avoir une baisse des droits de TV. À quel prix, je ne sais pas, mais elle serait logique parce que de toute manière, c'était surpayé de penser que la Ligue 1 était le podium des championnats les plus chers d'Europe, voire du monde. Du coup, non, c'est une aberration, il faut le dire. Donc maintenant, ce qu'il y a derrière ça, moi j'ai peur qu'il y ait la politique du poisson rouge, c'est-à-dire une fois que c'est reparti, on oublie. Pourtant, le football français va devoir changer. Et ce qu'a dit Maxime Saada dans les colonnes du Figaro, quand il a parlé de PSGOM, il a dit texto, c'est le type de match qui attire nos abonnés. Malheureusement, on ne peut pas en dire autant de toutes les affiches. Il y a quelque chose qui m'embête un peu parce que là, on va vers un élitisme forcené du football. On le voit déjà avec la Super League qui a jamais été aussi proche, même si on n'y est pas encore là, simplement d'un public qui ne s'intéresserait qu'à une dizaine, une quinzaine d'équipes sur le continent et qui ne veut que des PSG-OM, que des PSG-Bayern, que des Manchester City-Barcelone. Voilà, c'est embêtant, mais c'est sûr que la question va se poser. Et sans aller jusque-là, la question même d'un football, on en parlait aussi depuis des mois aussi, d'un retour du championnat à 18. Est-ce que c'est la solution? En gros, si vous faites bêtement, 18, ça ferait 5% de plus pour les clubs chacun. Est-ce que c'est la solution? Moi, je suis pas loin de penser que oui, déjà en général, parce que je pense qu'on n'y perdrait pas à avoir une élite plus resserrée. Villas-Boas en a parlé tout à l'heure en conf avant le match olympique de Marseille. Il explique qu'au Portugal, ils sont 18 et ça se passe bien. Bah oui. En Allemagne, ils sont 18, ça se passe bien aussi. Peut-être que l'économie du football français ne permet pas d'avoir 20 clubs grassement dotés, tout simplement. Oui, parce qu'on compare souvent, on dit oui, mais la première ligue, il y a 20 clubs.
C'est incomparable. La Première Ligue pourrait avoir 30 clubs, ça marcherait tout aussi bien. C'est incomparable. 18, je ne suis pas sûr que ça suffise même, Maxime, si on va parce que 5%, voilà, je ne suis pas sûr que ce soit, je suis pas sûr que ce soit un game changer, comme tu aimes si bien le dire, et je reprends ton expression là, mais je ne suis pas sûr que 5% ça suffise. Maxime Sada, il a parlé lui du top 14, il a fait référence au top 14, il a aussi dit le football français peut-il encore supporter un système à plus de 40 clubs professionnels, dont 20 en Ligue 1. Donc très clairement, on a quand même là donc, le directeur général de Canal+, qui doit sauver la Ligue 1, qui nous dit que 20 clubs, c'est trop. Et que voilà, si on veut un engagement plus franc, plus massif de Canal+, il faudra réduire la valeur. Et la conversation qu'on a eue avec Olivier Delcourt, on sent aussi, pourtant, c'est le président de Dijon. Donc on se dit que s'il y a 18 clubs, 16 clubs, certains clubs comme Dijon sont vraiment, vraiment menacés. Mais lui-même dit, oui, mais il ne faut peut-être pas penser à moi. On sent qu'en tout cas, il y a une lame de fond et que cette crise conjuguée du coronavirus et des droits télé va pousser nécessairement la Ligue 1 à se repenser. Peut-être faire une Ligue à 14 clubs avec des play-offs pour avoir un nombre de matchs. Voilà, pour aussi que Canal+ rentre dans ses frais, qu'il y ait un nombre de matchs un peu plus gros. Il faut peut-être repenser le modèle sur des championnats belges ou des championnats qui sont évidemment... Nous, on a un championnat intermédiaire en fait en France. On est entre les championnats de seconde zone et entre les championnats les meilleurs, les 4 premiers. Et on est entre les deux. Et donc, il va falloir se positionner, à trouver peut-être un modèle un peu hybride. Parce que je ne suis pas sûr qu'effectivement, en gardant 20 clubs tels qu'aujourd'hui, avec la crise qu'il traverse, le football français s'en relève. Ouais, alors j'ai dit 5%, mais si je savais compter, j'aurais dit 10. Ouais. Parce qu'on enlève le club à 20, ça fait 10. Mais bon, vrai. voilà. Mais bon, ça change quand même 2-3 trucs. Mais quand même, moi, je suis pour 18 clubs. Je suis un fervent supporter des 18 clubs, comme c'était entre 97 et 2002. Bon, c'était pour préparer la Coupe du Monde 1998. Mais je trouve que c'était pas si mal. C'est à cette époque, du coup, que la Coupe de la Ligue était là et qu'elle avait son intérêt, on va dire. Pourquoi 18 et pas 16 et pas 14? Parce que je trouve que tout simplement, c'est une question toute bête. La France, et évidemment, si on met la Russie à part, est le plus grand pays d'Europe en termes de superficie. C'est un grand pays qui a la place, à mes yeux, d'avoir 18 clubs et qui a la population suffisante. Après, il y a un problème de culture sûrement, d'économie, tout ça. Mais je trouve que quand on tombe à 16, à 14, à 12, ça va pas avec la taille du pays tout simplement. Ouais, et je trouve que ce qui est dur, c'est que ce serait la fin du football de village un petit peu. oui, On sait voilà, que tous ces clubs-là, les Dijon, les Brest, les Guingamp, c'est des clubs qui auraient énormément de mal à exister ailleurs qu'en France. Mais la France a cette particularité de quand même d'avoir de nombreux clubs comme ça, de petites villes, petites et moyennes villes, ce qui est moins le cas ailleurs. Non, mais puis, en fait, je trouve que 18, c'est raisonnable, voilà, c'est pas choquant. Quand tu commences à descendre en dessous, je trouve que déjà, ça fait pas forcément sérieux, vu la taille du pays, et ça fait pas sérieux au niveau de l'élitisme, voilà, c'est que là, on décide, on peut aussi faire un championnat à 4, hein. On met Marseille, Lille, Paris, Lyon, et puis basta, et on les fait jouer 30 fois dans l'année. Non, mais je trouve qu'il faut quand même qu'il y ait un équilibre parce que justement, on irait trop vers cette histoire ça ressemblerait beaucoup trop à une ligue fermée. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez pour 20 et sûrement demain, il n'y aura pas assez pour 20. Et je pense que 18, ce serait raisonnable parce que là, comme le disait Maxime Sada, il y a 40 clubs professionnels en France, voire un peu plus avec le national, avec des clubs qui descendent, qui sont encore, j'allais dire, subventionnés. Et c'est vrai que c'est problématique, c'est aussi le football. En fait, le football ne peut pas avoir tout et son contraire. C'est-à-dire que le football veut aujourd'hui avoir beaucoup d'argent, mais en donner à tout le monde. Si vous avez beaucoup d'argent, vous allez forcément vers un élitisme et c'est compliqué. Alors, il y a la Ligue 1, on peut supprimer le nombre de clubs. Il y a le salary cap. Il y a la Ligue fermée aussi. Il y a toutes ces choses-là. C'est tous des sujets qui vont revenir très, très vite, je pense. Parce que pour rafistoler cette Ligue 1, ça ne fait pas partie de la culture française. Il va y avoir un choc des mondes. Mais en tout cas, c'est des questions qui vont être posées. Et on continuera d'en parler dans le FC Stream Team. On va passer au deuxième sujet, Maxime, et à André Villas-Boas. À quoi joue André Villas-Boas, Maxime? C'est encore sa communication qui nous a un peu interpellés cette semaine, surtout après la défaite face au Paris Saint-Germain. Ce on va faire tout de suite, je vous propose tout de suite d'écouter André Villas-Boas après la défaite de l'OM lors du Trophée des Champions face au Paris Saint-Germain. Bon, je pense que évidemment c'était un match équilibré, pas trop de chance pour les deux équipes.
Je pense qu'on est la meilleure équipe dans la surface aujourd'hui. On ne mérite pas de perdre ce match. À quoi joue André Villas-Boas? Je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il s'amuse bien en tout cas, parce que j'ai entendu des gens qui se posaient sérieusement la question après le match, est-ce qu'il est lucide? La meilleure équipe a perdu, comment il peut dire ça? Mais tout simplement, il joue, Villas-Boas, ça se voit tout de suite. Il dit ça, il fait un petit message aux supporters. Quand il dit ils ont fêté leur victoire comme une victoire en Ligue des Champions, c'est typiquement ce que dirait un supporter de l'OM. Voilà, c'est de bonne guerre. C'est drôle. Il dit, ouais, ils sont contents qu'ils fêtent la victoire contre l'OM. Donc ça rehausse, on va dire, la prestation de l'OM. Voilà, tout simplement. Moi, je trouve Mais ça est-ce que plutôt... c'est la communication qu'il faut pour un entraîneur de l'Olympique de Marseille? C'est ça la question, Maxime. Alors, moi, la question, c'est ça. Elle est étonnante. Alors, là, ce que je trouve étonnant, pour moi, dans sa communication, c'est plus que... C'est presque autant ce qu'il a dit au Jogo, que journal portugais avant, où il expliquait que l'OM, ça avait tendance à aller un peu trop dans les excès. Il y a une relation d'amour-haine avec les supporters et qu'il faudrait que ce soit un peu plus calme comme à Porto. Mais lui, finalement, il fait le contraire en faisant ça. Et je trouve, tout simplement, c'est comme il a expliqué que l'OM, en substance, hein, dans Jogo, il explique que l'OM n'a pas de direction très très claire, etc. Je trouve qu'il y va assez fort. Moi, j'ai tout simplement l'impression de voir un type mais qui est libre. Il ne sait pas trop ce qu'il va faire l'année prochaine et qui va prolonger ou pas, mais au moins il dit ce qu'il pense. Et c'est peut-être ça qui change par rapport à ce qu'on a d'habitude. Ouais, mais il dit ce qu'il pense. En même temps, il dit que le PSG a fêté ça comme en Ligue des Champions. Donc, en même temps, il fait le jeu des supporters. Donc, il dit ce qu'il pense, mais paradoxalement aussi, il rentre dans le moule de l'entraîneur de l'OM. Donc, c'est paradoxal. Mais la question, c'est est-ce que c'est pas l'OM qui rend un petit peu barjot, quoi. Quand on se souvient, on se souvient de Rudy Garcia aussi, hein, qui était tout le temps qui se cherchait tout le temps des excuses, qui était aussi, il avait une communication à l'OM qui était très très brouillonne, il ne savait pas trop sur quel pied danser. André Villas-Boas, là, un coup, il sonne il va fracasser la Provence. La semaine d'après, il va se mettre du côté des supporters. Il a un côté un peu populiste, un peu facile, je dirais, l'entraîneur portugais. Je ne suis pas sûr que ce soit la voie empruntée quand on est coach, déjà. Quand on est coach d'une équipe professionnelle, un petit peu de recul, un petit peu d'analyse. Ouais. Oui, il s'adresse à ses supporters. Ok, il s'adresse à ses supporters. Je comprends le message. Non. Là, c'est une grosse ficelle et très honnêtement, je ne suis pas sûr que ça fasse du bien à son image et à celle de son club. Non, mais c'est quand même pas Silvinho qui va taper dans les mains avant un derby. Voilà. Là, je trouve que... Non, mais je pense qu'il y a du second mais de la degré. même façon, Silvinho qui va taper dans les mains, qui est complètement là, pour moi, il avait perdu les pédales. Oui, il avait perdu les pédales. Il savait plus où il était. Mais ce que je veux dire, non, mais Villas-Boas, honnêtement, alors peut-être que pas d'accord avec moi, mais je trouve que mercredi, quand il dit ça, c'est vraiment du second degré. C'est presque pour faire un titre et faire marrer. Voilà, c'est qu'en fait, il a pas envie d'analyser le truc. Ouais, mais est-ce que c'est son rôle à lui de faire ça? Moi, c'est ça vraiment qui me questionne. C'est une bonne question, mais moi, je pense que ce que ça dit derrière, ce qu'il dit un peu ce qu'il veut, quand il parle avant le match que le PSG et les Qataris ont déséquilibré le championnat. Alors, on peut prendre par exemple cette phrase-là dans deux sens, c'est-à-dire de dire le supporter marseillais qui te dit bah oui, mais ils ont trop d'argent, voilà. Mais d'un autre côté, on peut aussi factuellement dire que oui, en effet, l'écart de puissance du PSG par rapport au championnat déséquilibre les choses. Alors, est-ce qu'il le fait après pour cacher les manques de son équipe? Peut-être, je sais pas. Maxime, j'ai surtout l'impression que c'est un mec qui dit ce qu'il veut aujourd'hui. En même temps, il va te dire que la Liga est le championnat le plus déséquilibré. Je ne suis pas sûr que ce soit beaucoup plus équilibré ailleurs non plus. On a tout le temps les mêmes champions en Allemagne et en Italie, par exemple. Oui, mais je pense que s'il joue, alors je vais te le dire autrement, je pense que si demain il jouait en Italie et il était dans cette situation-là, il dirait à peu près la même chose. Je pense qu'il t'analyse ça comme ça, voilà. Je ne crois pas qu'il faille donner trop d'importance à ce qu'il dit aujourd'hui, mais moi je préfère le voir comme ça qu'au moment de l'automne, notamment après Rennes-Marseille, quand il avait un peu là pour le coup pété un plomb, qu'il voulait s'attaquer à un journaliste de la Provence parce qu'il n'avait pas aimé ce qu'il avait écrit. Donc à la rigueur, je préfère qu'il relativise comme ça, mais c'est vrai que oui, c'est que tu as raison, c'est particulier comme communication, mais je pense que pour le coup, là, il est vraiment entré dans un jeu. Je ne suis pas tellement sûr que ce soit sérieux. J'ai regardé sa conférence de presse aujourd'hui, avant le match contre Nîmes. Conférence de presse tout à fait normale. Voilà, je pense qu'il y a certains sujets où il a envie de se décaler un peu. Parce qu'il y a eu la question qui lui a été posée sur les réseaux sociaux, évidemment, ce qui s'est passé derrière Alvaro et Neymar. Oui, là, il a plutôt calmé le jeu. Ouais, mais en gros, il a dit bah oui, c'est rigolo, c'est un jeu. Voilà. Donc, je pense que lui, ses réseaux sociaux, entre guillemets, sa manière de le faire, c'était devant la presse. C'est peut-être aussi une manière de noyer le poisson, tu as raison, mais c'est sa manière à lui. Et je pense vraiment que là, pour le coup, c'est pas une perte de lucidité, alors qu'au moment où il s'en prend aux journalistes de la Provence, là, il y avait une vraie perte de lucidité à mes yeux. Mais là où il réussit, c'est qu'on ne parle pas de la défaite de l'OM. Exactement. Voilà. Ah oui.
Bah oui, on ne parle pas de la défaite de Ouais. l'OM, on parle des sorties complètement décalées, ubuesques, ou prenez l'adjectif que vous voulez, de leur coach. Non mais, en fait, je vais te poser la question suivante. Quand tu l'entends dire on a fait un meilleur match que le Paris Saint-Germain, est-ce que tu as l'impression qu'il est sincère, qu'il y croit dur comme fer? Ah, c'est dur à dire, c'est compliqué, je suis Eh pas dans sa voilà, tête. oui, mais ce qui serait grave, c'est que tu penses que le type en est vraiment persuadé. Hmm. Et là, tu dirais, ah ouais, là, il a perdu les pédales et il est plus lucide. Mais c'est soit il a perdu les pédales, soit c'est une communication à grosse ficelle, et je suis pas sûr non plus que ça lui rende service. Mais bon. Non, je pense qu'il s'en fout, tout simplement. Mais moi, c'est ma théorie. On passe au troisième sujet, Maxime, et on On va, peut y on va, aller. on va terminer avec Eden Hazard, parce que je ne sais pas si vous avez regardé la demi-finale de Supercoupe d'Espagne, c'était jeudi, me semble-t-il, Oui, si je dis pas de c'est bêtises, jeudi. mais le Real a perdu, le Real s'en remettra, je pense. Demi-finale de Supercoupe d'Espagne, c'était pas, je pense, l'objectif prioritaire de Zinedine Zidane. En revanche, ce qui commence à inquiéter, et ça commence pas à inquiéter, hein, ça inquiète maintenant depuis plusieurs mois, bah, c'est Eden Hazard. Eden Hazard qui a joué hier, Eden Hazard qui s'est fait massacrer par la presse espagnole, qui s'est fait, je dirais, maladroitement défendre par Zinedine Zidane, qui a dit aux journalistes présents qu'il fallait lui donner du temps. Le problème, c'est qu'Eden Hazard, ça fait 18 mois maintenant qu'il est à Madrid, il n'est pas arrivé cet été, ça fait 18 mois qu'il est arrivé, Eden Hazard. On va voir quelques statistiques d'Eden Hazard, parce que c'est là où on va se rendre compte peut-être de l'ampleur du désastre, parce qu'à ce niveau-là, c'est un désastre. Rappelons qu'il a coûté 100 millions d'euros, plus 30 de bonus. C'est 283 jours d'indisponibilité en 18 mois. C'est 43 matchs ratés. Donc c'est quasiment une saison de ratés sur une saison et demie, Maxime. Ouais. Eden Hazard, c'est un accident industriel. À ce niveau-là, c'est-à-dire 100 millions plus 30 de bonus, c'est le transfert le plus cher de l'histoire du Real Madrid, parce qu'on parle beaucoup de Gareth Bale, mais c'est 101 millions Gareth Bale, et on sait que les bonus de Eden Hazard ont d'ores et déjà dépassé ceux de Gareth Bale. Donc c'est le plus gros achat de l'histoire du Real Madrid. C'est le plus gros fiasco aujourd'hui de l'histoire du Real Madrid, tout simplement. Ouais, pour l'instant, c'est un investissement à perte. Parce que, comme tu l'as dit, il a loupé, c'est combien tu m'as dit? 283 matchs. Non, 283 jours, parce que 283 matchs, oui. ça va beaucoup. Un lapsus. 283 jours, ce qui est pas mal déjà. Et puis qu'on entend Zinedine Zidane hier dire il faut qu'il reprenne de la confiance, il doit faire un bon match, mettre un but petit à petit, il faut lui donner du temps. Ouais, alors moi, encore une fois, pour ceux qui écoutaient l'émission, vous savez que moi, je pars du principe qu'il faut au moins un an pour un joueur pour bien s'acclimater. Mais quand je parle de ces joueurs-là, c'est pas Eden Hazard. Parce qu'Eden Hazard, il n'a pas un an pour s'acclimater. Il a 30 ans. Il a 30 ans. Et en plus, il a 30 ans. Moi, ça me fait un peu penser, alors c'est pas la même situation, à Dembélé du côté du Barça. C'est-à-dire que c'est blessure sur blessure sur blessure. Ça revient de temps en temps, il y a une petite éclaircie. Et puis le lendemain, il n'y a plus grand-chose. Et le problème, moi, je pense, encore une fois, malheureusement pour lui, alors il a eu 30 ans, je crois 7 janvier, ça fait juste 30 ans. Il paiera de toute manière, quoi qu'il arrive, son arrivée en méforme de l'été 2019. Il était en surpoids, c'est pas bien parti. Je pense que déjà, il y a comment dire, un problème avec ça, parce que un joueur à 100 millions qui est censé incarner le Real Madrid, qui est censé prendre la succession de Ronaldo, qui va dans le club de ses rêves, qui revendiquait, qui en a souvent parlé, ne peut pas arriver dans ces conditions physiques-là. Voilà, donc je pense que tout découle de ça et que malheureusement, il aura du mal à réussir comme il l'aurait aimé dans ce club, parce que c'est compliqué. Moi, j'ai lu un peu le journal AS ce matin sur les critiques qui ont été mises à son égard. Voilà, ça suffit de l'attendre. Il est nul à gauche, il est nul partout. C'est Casper, en gros. Oui, mais c'est la vérité. Arriver à un tel niveau de désamour et de défiance pour réussir à renverser la situation dans un club comme le Real Madrid, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Ça met en difficulté Hazard, ça met en difficulté le Real Madrid, parce que ça met en difficulté les finances du Real Madrid. C'est quand même un investissement. On n'a pas trop parlé du transfert de l'arrivée d'Eden Hazard, parce que c'était une arrivée qui était quand même programmée depuis plusieurs années. Il lui restait qu'un an de contrat à Chelsea, donc on savait qu'il allait partir. Il a coûté 100 millions d'euros, donc finalement on s'est dit bon, Dembélé a coûté plus cher, Griezmann a coûté plus cher, Joao Félix a coûté plus cher, Neymar a coûté plus cher, Mbappé a coûté plus cher. Mais ça reste un investissement majeur. Madrid aujourd'hui a envie de se régénérer, doit se régénérer, parce que c'est une équipe vieillissante. Et ce transfert d'Hazard, il va être traîné comme un boulet, mais comme ceux d'Jovic, comme ceux des petits jeunes. Le Real s'est énormément trompé sur sa politique de transfert depuis plusieurs saisons. Et donc Hazard devient un boulet monstrueux. Comme tu l'as dit, c'est une histoire mal née. Quand c'est mal né, mais ça fait 1 an et demi que c'est mal né. Donc là, c'est plus une naissance. Hein. Là, on est là 1 an et demi. On peut faire un premier bilan quand même. Et on parle des blessures, beaucoup des blessures. Et même quand il était sur le terrain hier, il n'était pas blessé, Eden Hazard.
il y a une question de confiance, je pense, aujourd'hui. Il y a quelque chose qui s'est brisé. Et je pense que ça sera très compliqué de revenir à son niveau. Rappelons quand même qu'en 2018, pour moi, c'est le meilleur joueur de la Coupe du Monde, Eden Hazard. En tout cas, c'est celui qui m'a fait la plus forte impression. Il sort d'une dernière année de Chelsea où il est à plus de 20 buts, 20 passes au total, toutes compétitions confondues. Donc, il est monstrueux. Et là, on n'en parle quasiment plus d'Eden Hazard. C'est en train de devenir un petit bruit de fond. Il a 30 ans. Attention, Ouais. parce que je suis pas sûr qu'il retrouve son niveau. Et comme tu le dis, oui, 2018, c'est le meilleur joueur de la Coupe du Monde. France-Belgique, on le voit, bon, la Belgique perd, mais on sent qu'il fait la différence à tout moment. Et c'est un joueur, de par ses capacités, de par son style de jeu, qui a besoin d'être en forme, d'être à fond, parce que c'est un petit dragster, Hazard. Et d'être en confiance aussi. On Ouais. sait qu'il a eu des cycles dans sa carrière. Ouais, c'est un joueur qui est pas très grand, qui a besoin de mettre des coups de rein, etc., qui a besoin de confiance, comme tu l'as dit, qui a besoin d'éliminer, qui est toujours. Il lui reste encore la passe, on va dire aujourd'hui, mais il a besoin de plus que ça. Voilà. Donc la question, c'est de se dire, est-ce qu'on peut retrouver un grand Eden Hazard? Moi, j'ai envie d'espérer que oui, parce que c'est un super joueur, c'est un régal Je sur le pense que terrain. ça passera en tout cas, ça ne sera pas cette saison, parce que ça passera Ouais. par une préparation physique, ça passera par un travail au long cours. Là, c'est une très mauvaise saison aussi pour lui, parce que Covid-19, etc., il y a des organismes qui sont malmenés, il y a des calendriers surchargés, donc c'est sûr que c'est peut-être pas une saison pour Eden Hazard. Mais moi, pour qu'on le revoie en tout cas à son meilleur niveau, c'est-à-dire 2018, pour moi, c'est sa plus belle compétition avec la Belgique, pour qu'on le revoie à son meilleur niveau, il faut un travail physique, il faut appuyer sur stop tout simplement. Il faut se dire, on le met au frais, on le met au frigo pendant quelques temps, on le prépare pour la saison à venir. Le problème, c'est que là, il y a l'Euro qui arrive, il y a des calendriers qui sont compliqués. Mais c'est un joueur qui a besoin de se remettre sur pattes tout simplement. Donc oui, il ne faut sans doute pas le condamner, mais je pense que ça prendra beaucoup de temps en revanche pour revoir le vrai bon Hazard. On est d'accord. On est d'accord. Maxime, merci d'avoir participé à cette émission, à ton émission finalement. On remercie Adrien Yo aux commandes, on remercie Quentin Guichard au visuel. On se donne évidemment rendez-vous la semaine prochaine. Passez évidemment le week-end sur Eurosport, les amis. On y est bien. On est bien. Il fait chaud. Enfin, il ne fera pas trop chaud parce que je crois qu'il y a un peu de sport d'hiver ce week-end. Donc, il ne fera pas si chaud que ça finalement. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, Maxime. Tu t'es habillé comme au printemps, là. Regarde, moi, je suis à la plage. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour... Attends, avant de terminer, pour ceux qui seront allés au bout en vidéo, tu peux nous montrer si tu as encore tes chaussures? Bien sûr, je peux vous montrer. Alors, je suis désolé pour ceux qui nous écoutent en podcast. Regarde, je lève mon pied. Ah oui. Hop là. Oh, attends, je me gratte. Grosse souplesse. En plus, voilà, c'est bien. Grosse souplesse. En plus, tu fais pas de la pub, c'est bien en plus. Exactement. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du FC Stream Team. Ciao, ciao, ciao.